Le schéma de cohérence territoriale et de déplacement urbain mis en place par la communauté d'agglomération du centre littoral en est à sa phase de concertation publique. Pourtant, il se heurte à l'indifférence des administrés. Nous y reviendrons. La 9e édition du Festival du Prix de Court sera lancée ce soir en Guyane. C'est dans ce cadre que l'association GECAM a organisé aujourd'hui une conférence sur les perspectives de la filière audiovisuelle et cinématographique en Guyane. Enfin, nous nous rendons à l'espace Pagueret pour une exposition qui donne vie et forme au bois de Guyane. Sublimant le wakapou, le satiné jaune et rubis, le sculpteur Patrick Chapeau est au cœur d'une exposition baptisée « Les esprits de la forêt ». Mesdames et messieurs, je suis ravie de vous retrouver pour cette page d'information locale et régionale qui vous est aussi proposée en direct sur Facebook. Afin de mener à bien la révision du schéma de cohérence territoriale et cerner les besoins de la population en matière de transport, une réunion publique était organisée hier soir dans l'hôtel de ville de Matoury par la CACL. Malheureusement, cette concertation n'a pas été très suivie. Seule une dizaine d'administrés se sont rendus sur place, à l'image d'Ayodele Germa. Juste une quinzaine de participants étaient présents hier, mais le débat n'en était pas moins passionné. Les questions liées au transport ont monopolisé une bonne partie des discussions. Justement, ce système de transport régulier, une fois que l'enfant aurait fait... Parce que c'est un enjeu majeur, vu la démographie de la Guyane, c'est un enjeu majeur de parler de la circulation d'une commune à une autre sur le territoire de la CACL. C'est pour ça qu'il y a eu de vifs débats. Malheureusement, la population n'est pas venue car la communication a été totalement défaillante. Le SCOT est le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération du centre littoral. Sa vocation est de mettre en relation les différentes politiques publiques du quotidien, telles que l'emploi, le logement, l'urbanisme, l'environnement, le transport. Il s'agit de présenter un certain nombre de propositions en fait, qui ont été réalisées à la fois dans le cadre du SCOT et dans le cadre du plan de déplacement urbain. Donc, en tout cas pour la partie liée au transport, donc au niveau du plan de déplacement urbain, c'est vraiment présenter en tout cas les différents axes, les différentes actions qui sont proposées suivant les axes, notamment améliorer le transport en commun, améliorer le maillage routier, faire en sorte en tout cas d'utiliser la voiture de manière plus vertueuse, notamment avec la pratique du covoiturage, ou encore favoriser les modes doux, en fait la pratique des modes doux, notamment en sécurisant notamment les pistes cyclables par exemple. Mais également une amélioration du réseau routier avec le doublement du pont du Larivot, l'aménagement du giratoire au Maringouin ou le renforcement de la liaison entre Balata et le Proct. Un catalogue de projets exposé aux administrés peu nombreux hier. Livia est l'une des rares à avoir participé à la réunion, un peu désabusée tout de même. J'ai l'impression qu'on a la critique facile, mais qui est... Alors, il y a beaucoup de personnes désabusées qui vont dire qu'on peut parler, ça a été dit notamment ce soir, qu'on peut s'exprimer, mais qui prend en compte nos desiderata. Et je pense que même s'il y avait plus de personnes, les gens auraient pu s'exprimer librement, mais je n'ai pas l'impression qu'on aurait changé quoi que ce soit à quelque chose qui est déjà prévu. Pour la responsable du service des transports, l'opinion des administrés sera prise en compte tout au long du processus d'adoption du SCOT. Son approbation aura lieu début 2019. Clairement, parce qu'aujourd'hui, notamment pour le projet de la RN, en fait, aujourd'hui, c'est un projet qui est prévu, mais par contre, il y a un certain nombre de caractéristiques, etc., qui seront présentées, mais c'est sur ces éléments-là, justement, qu'on attend la voix de la population. Donc là, voilà. Donc du coup, effectivement, la population a son mot à dire, puisqu'en plus de ça, il y a une concertation qui est réalisée pour cette étude RN1 en particulier. Ce soir, une réunion de concertation se tient à la mairie de Rémy-en-Montjoly. Demain, ce sera au tour de la commune de Roura. La phrase de la semaine a été formulée par Antoine Karam, qui a réagi suite à la confirmation de la validation du brevet de l'Institut de recherche pour le développement portant sur la molécule antipaludique Salimaca-lactone E ou SKE, issue du Kouachi. Le sénateur a déclaré qu'il était important de prendre date et de rester vigilant sur les suites qui seront données à la valorisation de ce brevet, de manière à ce que la Guyane et ses populations autochtones bénéficient de retombées justes et équitables. La presse s'invite dans les écoles dans le cadre d'une semaine de sensibilisation aux médias. Des journalistes, cadreurs et monteurs iront à la rencontre des plus jeunes afin de les sensibiliser à notre métier et surtout les aider à mieux analyser les sources d'information, un sujet de Gaël Oassim.
C'est parti pour le marathon de la presse. Durant toute une après-midi, journalistes et professeurs documentalistes étaient à l'œuvre pour connaître le cheminement d'une information. Tel est le cas d'Élise, professeure référent au lycée Mac-Joséphine de Cayenne. C'est très intéressant parce que la pédagogie par projet est mise en avant et justement on travaille toutes les compétences à travailler avec les élèves, les compétences fondamentales, donc lire, écrire, maîtriser la langue française à travers ces ateliers liés à l'information. Sous la thématique D'où vient l'info, le réseau Canopé Clémy et l'Union de la presse francophone travaillent depuis bientôt 2 ans à sensibiliser les élèves à savoir traiter et analyser les informations. À l'heure de la désinformation et de l'intox, il est important de travailler avec les élèves sur développer l'esprit critique, en fait, pour qu'ils puissent comprendre réellement comment se crée l'information, comment on remonte jusqu'à la source, on vérifie ses sources avant de produire un contenu médiatique, pour que justement avec les réseaux sociaux, etc., ils ne soient pas confrontés à trop d'informations, à de fausses rumeurs et qu'ils ne sachent plus démêler le vrai du faux. Donc notre objectif, c'est vraiment que les journalistes puissent rentrer dans l'école, intervenir auprès de ces élèves qui sont en construction pour justement leur donner les armes pour qu'ils deviennent des citoyens éclairés. Travaillant en symbiose et sortant de différents médias et supports, les journalistes ont pris leur rôle très au sérieux afin de faire découvrir ou redécouvrir les notions qui seront abordées lors de la semaine de la presse à l'école. Promouvoir, faire découvrir, susciter de nouvelles vocations, c'est un petit peu le motif de cette manifestation. Le marathon de la presse organisé par le Clémy en partenariat avec l'Union de la presse francophone. Aujourd'hui, les enseignants vont échanger avec les journalistes. De cet échange, ils vont pouvoir travailler dans leurs établissements scolaires, dans le cadre de la semaine de la presse à l'école, où nous essayons de mobiliser tous les journalistes de Guyane afin qu'ils participent prochainement à cette manifestation, dont ce sera la 29e édition, sous le thème « D'où vient l'info ». Donc pour nous, c'est important de travailler en amont pour permettre aux journalistes de préparer un petit peu ce qu'ils vont dire avec les enseignants pour bien comprendre leurs besoins et quand ils vont dans les établissements scolaires, de pouvoir réagir en fonction des besoins et des demandes qui ont été préparées plus ou moins dans le cadre de ce marathon de la presse aujourd'hui qui va durer toute l'après-midi. La semaine de la presse à l'école qui débutera le 7 mars prochain sera l'occasion pour vous de découvrir notre métier. Ouvrons une page d'économie avec une bonne nouvelle. Votre plein de carburant du mois de mars vous coûtera moins cher que celui du mois de février. Le super samplon passe ainsi à 1,56 € le litre au lieu de l'1,58 € observé jusqu'à aujourd'hui. Le gazole perd 3 centimes et coûte désormais 1,36 € le litre. Même la bouteille de gaz a diminué et elle vous coûtera désormais 21,38 €, soit 67 centimes de moins qu'au mois précédent. Direction la Martinique, où les syndicats UFA-PFO du centre pénitentiaire de Ducos ont remis un rapport à la sénatrice Catherine Conconne avec des pistes pour améliorer les conditions carcérales et lutter contre les récidives. Parmi les idées principales, il est proposé de mieux occuper les détenus pour éviter les actes de violence. Un reportage d'Alizé Rutran et de Guy-Raphaël René. Aujourd'hui, les 834 détenus de la prison de Ducos s'entassent à 4 dans un espace de 9 mètres carrés, 21 heures sur 24. 140 d'entre eux seulement ont une activité professionnelle à l'intérieur de la prison. La première des requêtes, faire en sorte que chaque détenu ait un travail. Des formations validantes, diplômantes, un CAP, un BEP, diplôme de technicien, vers la pêche, l'aquaculture, les énergies renouvelables, fermes photovoltaïques, la production animale, la production maraîchère, vivrière, la menuiserie métallique, etc. Aujourd'hui, la Martinique offre un champ économique qui permet de faire entrer en prison des concessions et des industriels et d'offrir aux détenus, au moins 400-500 détenus, du travail, se réinsérer et préparer leur sortie. À Ducos, 6 détenus sur 10 ont déjà été incarcérés. La moitié d'entre eux a moins de 25 ans. Il faut donc prioriser les actions pour que l'incarcération ne rime pas uniquement avec répression. Il faut des douches en cellule, il faut améliorer les cours de promenade, les rendre un peu plus dignes, plus respectueux de la personne humaine. Un vrai gymnase, parce que ça n'existe pas à Ducos, les détenus ne peuvent pas faire du sport à certains moments à cause des conditions climatiques, et que ce gymnase demain aussi puisse nous servir de zone ou en cas de sinistre grave ou d'incendie grave à Ducos. Ces mesures, c'est également le cheval de bataille de la sénatrice Catherine Conconne. Elle souhaite créer un modèle carcéral propre à la Martinique, combat qu'elle mène activement auprès du gouvernement. J'en ai discuté déjà au cabinet de la ministre de la Justice, donc il y aura des suites
la prison est un élément de notre société. Et si cet élément de la société est défaillant, eh bien, ça a des conséquences en cascade sur tout le reste. Donc, c'est un devoir que nous avons de nous occuper de cet élément de réparation, de purge de peine qui fait partie de la chaîne pénale obligatoire dans toute société. Mais vous inquiétez pas, il sera suivi de manière extrêmement précise et en lien aussi bien avec la direction de l'établissement qu'avec les personnels. Le rapport est désormais entre les mains de la sénatrice. Je vous promets d'être à vos côtés jusqu'à ce qu'on réalise la dernière virgule de ce document-là. N'hésitez pas. Pas la Dieu de Dieu. Jamais. Merci. Suite aux 2 semaines de blocage des prisons en janvier dernier, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, avait d'ores et déjà annoncé une série de mesures pour améliorer les conditions de vie et de travail en prison. Je vous le disais en titre, la 9e édition du Prix de cours a planté son décor en Guyane et 25 courts-métrages sont en compétition pour repartir avec l'aide de 30 000 € promise aux lauréats. C'est dans ce cadre que l'association GECAM, qui fête aussi ses 9 ans, a organisé une conférence sur l'avenir de la filière audiovisuelle et cinématographique en Guyane et dévoilé son projet de maison du cinéma. Gaël Oassim a interrogé Pierre-Olivier Pradino à ce sujet. Alors la maison du cinéma, tout simplement, c'est un projet d'avoir un lieu qui va, on va dire, être catalyseur des énergies autour du cinéma et qui va permettre aussi de stimuler la création cinéma. Ce qu'on veut surtout expliquer, c'est que tout comme le bois, la pêche ou l'or, en fait, l'économie du cinéma, elle peut être vraiment très importante. Je prends l'exemple d'une série en ce moment qui est la série Guyane qu'on fait pour Canal+. C'est 6 millions d'euros dépensés qui vont être dépensés sur le territoire, alors qu'il y a eu 300 000 € d'aide à peu près localement. Donc voilà, nos métiers, c'est de la création d'emplois, c'est de l'achat de matériaux, c'est de la location de voitures, c'est de la location de chambres d'hôtel. Donc voilà, on veut vraiment stimuler ce secteur-là à travers une maison du cinéma. Alors le but de cette maison du cinéma, c'est d'avoir un lieu dans lequel on pourra avoir un salarié qui existe déjà, qui va faire l'éducation à l'image avec le dispositif école, collège au cinéma. Donc ça va emmener les élèves voir des films qui sortent un peu de l'ordinaire ou on va dire en dehors des blockbusters. C'est avoir, on sollicite la collectivité territoriale de Guyane pour gérer le bureau d'accueil des tournages. Donc le bureau d'accueil des tournages, c'est de vendre le territoire à l'extérieur, c'est d'organiser aussi mieux les choses ici. Donc c'est d'avoir un lieu physique pour ça. Et puis la troisième chose, ça c'est un petit peu plus tard dans un autre volet, c'est proposer des bureaux, proposer un lieu où on va pouvoir faire des ateliers, de la formation, de l'atelier d'écriture, parce qu'en fait c'est ce qu'on dit, le cinéma, la limite c'est nous qui allons nous la donner, c'est-à-dire qu'on peut faire des projets vraiment de films intéressants et ça développera l'économie tout simplement, quoi. Aujourd'hui, disons que ça prend du temps, quoi. Nous, l'association existe depuis 10 ans. Il y a 10 ans, c'était quand même très très faible la production. Aujourd'hui, il y a au moins une grosse série par an ou alors un long métrage par an. Donc je dirais que ça progresse vraiment bien. Après, l'objectif, c'est de se dire pourquoi pas faire 2 films, 3 films, plusieurs projets en même temps. C'est juste ça, c'est se dire qu'aujourd'hui, c'est pas fini, quoi. On veut pas s'arrêter là. Et nous, le but, c'est de continuer à stimuler et de se dire que vraiment, on a un secteur économique et pas que culturel. Voilà, il y a beaucoup de métiers derrière, pas des métiers précaires, des métiers où on gagne bien sa vie et avec des métiers très variés. Donc en fait, l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire qu'il faut de la formation, il faut de l'accompagnement et il faut des projets et il faut de l'expérience. Voilà. Le cinéma Agora est devenu en l'espace de 6 ans un espace culturel incontournable en Guyane. Alexandra Élysée, la directrice générale du groupe Élysée, est sur le plateau pour en parler avec nous. Bonsoir Madame Élysée. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre interview. L'espace Agora est le plus grand complexe cinématographique en Guyane. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous implanter sur notre territoire? On était déjà là. On était là par le biais de l'Eldorado à l'époque. Donc ça fait plus d'une 50aine d'années qu'on est implanté en fait ici. On est également à l'Urania à Kourou. Simplement, le cinéma s'est transformé en l'espace de quelques années et avec le nombre d'alternatives qui sont proposées maintenant aux clients, que ce soit via les plateformes de téléchargement comme Netflix, enfin de streaming comme Netflix, ou ce qui est proposé en VOD chez soi, il fallait qu'on arrive à proposer une offre qui soit plus diversifiée, avec plus de confort, plus de parking, et c'est pour ça qu'on est arrivé sur le projet du complexe Agora. Est-ce que le complexe Agora est un pari gagnant? Est-ce qu'il est rentable pour votre groupe? De toute façon, c'est toujours un pari pour le coup, parce que c'est des investissements qui sont tellement colossaux, l'investissement dans le cinéma, l'achat des projecteurs, construire une salle en elle-même, ce sont des lourds investissements. Pour le moment, on est plutôt satisfait, ça fonctionne très correctement.
Donc pour le moment, on est content, mais on croise toujours les doigts parce qu'on ne sait jamais comment ça peut se passer. Assez content pour vous implanter dans d'autres communes de notre territoire? Ce n'est pas encore prévu pour le moment. D'accord. Pour en revenir donc à l'Agora, quels sont les projets que vous envisagez de développer sur cette structure? Alors là, le projet que l'on a, c'est, alors il est assez récent, hein, mais en tout cas de faire des travaux de rénovation et d'amélioration. On va changer toutes les housses de tous les fauteuils d'Agora dans les 6 prochains mois. On va investir dans de nouveaux projecteurs pour essayer d'améliorer encore la qualité d'image que nous avons dans certaines salles. Et puis on va surtout changer tout le système du site internet, impliquant des nouvelles bornes, avec un système globalement beaucoup plus intuitif, beaucoup plus interactif, beaucoup plus facile en fait pour les utilisateurs. Très bien, de bonnes nouvelles pour nous. Suite, une nouvelle un petit peu moins bonne, justement, l'actualité avec le petit incident de gaz lacrymogène que l'on a pu déplorer dans l'une des salles il y a quelques jours. Est-ce que, suite à cet incident, d'autres mesures de sécurité ont été mises en place par vos équipes? Oui, c'est un incident qui est regrettable. C'est toujours compliqué quand ça arrive. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons à Agora, et c'est un principe que nous avons de façon générale, c'est de mettre en place un système de sécurité qui soit renforcé. C'est-à-dire que vous avez les dispositions légales. Globalement, sur tous les cinémas que l'on exploite, on met le triple ou le quadruple en sécurité. Parce que c'est vrai qu'on est dans des départements dans lesquels l'offre culturelle, il n'y a pas beaucoup d'offres culturelles, donc c'est souvent des lieux de rassemblement pour les jeunes. Donc on essaie de faire en sorte de border les choses au maximum avec un maximum de sécurité. Vous avez dû voir, il y a des maîtres chiens, il y a toujours 5 ou 6 agents sur les week-ends. Et on a fait appel surtout à une société qui est spécialisée dedans, c'est son métier. Donc ce ne sont pas nos agents qui font la sécurité, mais c'est une entreprise extérieure. Quand on a eu les incidents, parce que malheureusement ça arrive et on ne peut pas être derrière chaque client, généralement, ce sont des actes isolés, des incivilités, clairement. Ce ne sont pas des violences pures et dures, méchantes, qui sont visées contre les clients. Mais quand même, pour sécuriser tout le monde, on a rajouté et augmenté, si vous voulez, le service de sécurité, notamment sur la partie des vacances, qui est une partie sur laquelle on a une forte fréquentation. Pour en revenir aux séances, vous proposez beaucoup de séances à thème, dédiées aux seniors, aux femmes, aux enfants. Est-ce que l'on se dirige vers un cinéma à la carte? C'est vrai que le cinéma, si vous voulez, je ne sais pas si je vais répondre à votre question, mais en tout cas, il faut qu'il arrive à captiver les gens. Donc, il faut qu'on les fasse venir. Et encore une fois, toujours lié à cette problématique du fait qu'il y a beaucoup d'alternatives, comme Netflix ou autres. Chez eux, ils n'ont pas besoin de bouger, ils ont quelque chose, quoi. Donc, il faut leur donner envie de sortir. Pour leur donner envie de sortir, au-delà du confort, de la sécurité, du parking, il faut leur proposer des choses. Et c'est pour ça qu'on essaye d'augmenter les animations et les événements autour du produit cinéma. Donc si vous n'avez pas de film, de toute façon, ça ne sert à rien de faire de l'animation, les gens ne viendront pas. Mais par contre, si vous avez un bon film, le fait de le porter avec un événement supplémentaire, c'est porteur et ça ramène du monde. Et en plus, on sent que les clients sont contents. Donc nous, on est ravis parce que le cinéma, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens y viennent et qu'ils passent un moment de plaisir et qu'ils repartent heureux. Donc quand on a des événements comme le Ciné Nana qui fonctionnent extrêmement bien, où toutes les filles sont là et c'est complet, même 2-3 jours avant, on est vraiment ravis. Une autre question qui pourrait plaire à nos téléspectateurs, savoir si l'option de film en version originale est aussi quelque chose que vous pourriez développer plus dans le futur. La version originale, c'est toujours un petit peu compliqué. C'est une question qu'on me pose beaucoup en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, parce qu'il y a un public pour la version originale. Mais le problème, c'est que quand on fait ces propositions, généralement, ils sont peu là. Ah oui. Donc, on le propose. C'est important qu'on le fasse et nous, on essaye d'être force de proposition pour avoir des offres qui soient variées. Mais c'est vrai que malheureusement, ce n'est pas aujourd'hui. Hein, encore une fois, ça évoluera peut-être dans les années qui viennent. Mais en tout cas, le public n'est pas forcément séduit par la version originale. Alors, un phénomène qui a séduit par contre un grand public, c'est le phénomène Black Panthers, qui trouve un écho même ici en Guyane. Est-ce que des films caribéens, africains, afro-américains pourraient avoir un pignon sur rue dans nos cinémas plus qu'avant, grâce à ce phénomène justement? Alors c'est sûr que honnêtement, le phénomène Black Panther est vraiment, nous a même surpris. C'est-à-dire que l'ampleur que ça a pris et l'engouement que ça a créé, c'est vrai qu'il y a clairement, on est anti-guyanais, on a ces origines africaines, donc forcément, oui, parce que ça se voit pas, ça peut paraître un peu étonnant, mais étant clairement, en l'occurrence antillaise, même si voilà, ça se voit pas, donc c'est vrai que je me sens africaine, si vous voulez, de cœur, et donc c'est vrai que
on a tendance à se projeter dans ce genre de film. Et toute cette dimension culturelle, sociologique et sociétale est hyper importante. Et c'est vrai qu'on s'est vraiment posé la question de savoir s'il ne fallait pas augmenter, je dirais, cette proposition. Ce qu'on essaie de faire également, c'est d'offrir des séances, si vous voulez, un peu scolaires ou ce qu'on appelle des ciné-débats, sur lesquels on essaie d'adjoindre un conférencier, quelqu'un qui vient en plus, pour apporter cette espèce de dimension institutionnelle, pour un peu élever le débat, si vous voulez, et qu'on ne s'arrête pas stricto sensu au film, quoi. Donc on va essayer de tendre vers ça, mais voilà, c'est pas encore mis en place en tout cas. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Je sais que vous participez à l'ouverture du Festival de films de cours. Donc merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation en tout cas. Merci à vous. Nous continuons en nous dirigeant vers la Guadeloupe. On s'éloigne du 7e art tout en restant dans le monde de l'art avec une mise en beauté, une mise en valeur du bois guadeloupéen. Regardez ce reportage de nos confrères sur place. Cette deuxième édition du Salon du Bois a pour thème « Bois de Guadeloupe dans toute sa splendeur ». L'objectif, c'est de faire connaître tout d'abord les artisans du bois, le bois dans toute sa splendeur, de faire aussi rapprocher la population guadeloupéenne pour voir le savoir-faire des Pointe-Noiriens et de la Guadeloupe. Mais aussi de faire venir les jeunes pour les intéresser et voir que la filière bois, ça existe. Il y a de l'avenir pour ces jeunes-là. Pour l'occasion, une quarantaine de stands occupent le centre commercial avec quelques nouveautés. Alors, la nouveauté, c'est que déjà, on est en plus grand nombre et qu'on est sur un espace, je dirais, beaucoup plus grand puisque nous disposons de toute la galerie du bas, de toute la galerie du haut, de l'extérieur, mais aussi nous avons plus de possibilités en nouveauté. Surtout, nous avons des artisans qui ont innové en matière de création, qui ont apporté un plus dans leur finition, un plus dans, je dirais, améliorer leur savoir-faire. Donc c'est dans ce sens que nous avons, on peut dire, le côté innovation. Cet événement est surtout l'occasion de redynamiser la filière. Cette filière se porte de manière, on dirait, en dents de scie, puisqu'elle n'est pas encore, elle mérite d'être structurée, puisqu'elle a, on va dire, des brides et des mailles dedans, mais ce n'est pas encore une vraie chaîne, puisque nous avons des exploitants forestiers, nous avons aussi des ébénistes, des menuisiers et des constructeurs en maison de bois, des constructeurs de maisons. Nous avons aussi des artisans d'art. Mais ce qui manque à la filière, c'est sa véritable vitrine. Ce sont les structures pour que les artisans puissent se dire, bon voilà, ils maîtrisent une filière de A jusqu'à Z. Ce sont aussi les possibilités, je dirais, financières, les ouvertures, aussi la main-d'œuvre qui doit venir aussi pour, on va dire, le relais. Donc, c'est tout ce qui manque à la filière puisque Maria est passée, on a du bois qui est resté en souffrance, c'est que nos exploitants forestiers n'ont pas pu exploiter faute de moyens, faute de possibilités, je dirais, financières. Cette exposition se déroulera toute la semaine à Bémao. Une grande fête du bois est prévue à Pointe-Noire au mois de mai. Après le bois de Guadeloupe, c'est au tour du bois de Guyane d'être célébré à travers une exposition. Les esprits de la forêt ont pris possession du centre Pagaret à Rémière-Montjoly. Sous les mains et les instruments du sculpteur Patrick Chapeau, le bois de Guyane prend une toute autre dimension que nous présente Pierre Tréfou. Au centre Pagaret, les esprits de la forêt ont investi les lieux. Une vingtaine de sculptures de l'artiste Patrick Chapeau trônent dans la salle principale. Cette forme de sculpture instinctive est basée sur une figuration libre de la bouche, du nez et de l'œil. À partir de bois précieux, le sculpteur a conservé les formes naturelles du bois. La forme brute est ainsi conservée et une partie est travaillée pour le mettre en valeur.
Le sculpteur Patrick Chapeau propose des cours de sculpture pour faire découvrir son art. L'exposition se tient jusqu'au 9 mars au centre d'exposition Pagaret à Remire-Montjoly. C'est la fin de ce journal, mais avant de se quitter, rappel des principaux titres de ce 28 février. Le schéma de cohérence territoriale et de déplacement urbain mis en place par la communauté d'agglomération du centre littoral en est à sa phase de concertation publique. Pourtant, il se heurte à l'indifférence des administrés. Nous vous avons présenté ce journal. La 9e édition du Festival du Prix de Cour sera lancée ce soir en Guyane. C'est dans ce cadre que l'association GECAM a organisé aujourd'hui une conférence sur les perspectives de la filière audiovisuelle et cinématographique en Guyane. Enfin, nous nous sommes rendus à l'espace Pagaret pour une exposition qui donne vie et forme au bois de Guyane. Sublimant le wakapou, le satiné jaune ou le rubis, le sculpteur Patrick Chapeau est au cœur d'une exposition baptisée « Les esprits de la forêt ». C'était le journal de la rédaction, tout de suite celui de BFM TV. C'est Mounian, belle bonne souhait.